Donc, il y a aussi, voilà, nous voyons déjà beaucoup de gens qui sont là. Bienvenue, merci d'être là. Coucou Aspen, merci d'être là. Cette autre femme pour laquelle j'ai beaucoup de respect, vous la connaissez sans doute, Angélique Kidjo, qui est une grande activiste aussi des droits, qui chante l'Afrique, qui promeut l'Afrique. Voilà, c'est une grande fierté pour l'Afrique d'avoir une grande dame comme elle. Et lorsqu'elle s'associe de plus à Yemi Alade dans cette chanson Yekeke, c'est super génial, ça promeut voilà, cette solidarité, ce partage de culture, l'une béninoise, l'autre nigériane, et chanter sur un territoire voilà, de l'Afrique de l'Est. Et vous voyez qu'il y a des Maasai. Le clip est génial. C'est le mois de la femme. Il faut aussi faire le tribut pour celles qui s'engagent. Angélique Kidjo. Bonjour docteur Abdoulaye Ba, merci d'être là. Nous pouvons à présent commencer, nos invités sont là. Merci pour les différents partages. Okay. Bonjour à tous, merci d'être là dans ce live show du lundi 2 mars à l'occasion du mois de la femme. Nous avons initié ce débat, cette causerie sur Facebook afin que nous puissions échanger sur différentes thématiques. Mais avant de commencer, j'aimerais cadrer un peu le débat et donc vous parler des thèmes spécifiques dont on va parler dans cette émission. Et donc, vous le savez bien, depuis quelques jours est apparu sur Internet, spécialement sur Facebook, un hashtag qui s'appelle « Une vraie femme africaine ». Alors, c'est une campagne qui parle de manière dérisoire, voilà, tout ce qui arrive à la femme africaine, tous les faux concepts en fait qui sont acceptés de toutes, malheureusement à cause de notre culture, à cause de notre sociologie. Une vraie femme africaine, vous m'avez beaucoup écrit dans l'inbox pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une vraie femme africaine. Tu parles de ça sur ta page, mais on ne comprend pas. On a l'impression que tu soutiens ce qui arrive de mal aux femmes. Non, on va vous expliquer pourquoi cette campagne. Et ensuite, l'occasion sera mise à profit pour clôturer le mois de l'histoire des Noirs. Le mois de février est un mois réservé à l'histoire du Noir, Black History Month. Et donc, ça a été clôturé, on va en parler, parce que c'est pourquoi on parle aujourd'hui de femmes africaines. Qu'est-ce que la femme africaine a joué comme rôle? Et ensuite, ça nous permettra aussi d'entamer ce mois de la femme, ce mois de mars, dont le thème est sous le Génération Égalité. Alors, c'est surtout parler aussi quelle est selon vous la femme africaine en 2020? Parce que le concept une vraie femme africaine décrit un peu ce qu'on pense que la femme africaine devrait être et a toujours été à travers les concepts fondamentaux sociaux. Et aujourd'hui, après avoir parlé d'une vraie femme africaine, nous voudrions échanger avec vous pour savoir ce que c'est que la femme africaine en 2020. Ensuite, nous allons parler des différents préjugés de la société qui enfoncent davantage de femmes et qui vraiment fait de telle sorte qu'on n'arrive pas à briser le plafond de verre. Et ensuite, la ligne sera ouverte au public. Mais avant, nous avons des invités spéciaux pour ce direct. Et nous avons Dr Alpha Abdoulaye Diallo qui est un acteur de la société civile. Il est d'ailleurs connecté, je vous salue.
C'est un médecin qui est très engagé sur les questions des droits humains. Et donc, depuis l'apparition de cette campagne, une vraie femme africaine, il n'a pas cessé d'apporter sa contribution aux différents postes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pensons qu'il mérite d'être là aujourd'hui. Comme tout autre homme, la ligne sera ouverte. Mais on a vraiment voulu aujourd'hui que Dr Alpha Abdoulaye puisse participer à ce direct. Parce que lorsqu'on parle de droits humains, lorsqu'on parle de droits des femmes, les hommes ont leur mot à dire. Parce que c'est avec eux que nous allons faire ce qu'on appelle le he for she. Se donner la main pour arriver à ce qu'on appelle l'égalité des droits. Il faut bien que les gens comprennent le concept d'égalité des droits, qui ne veut pas dire qu'il faut que c'est pas un combat permanent entre l'homme et la femme, mais c'est plutôt vraiment le même accès aux droits, au travail, dans la société, à différentes choses qui ne doivent pas impacter le genre. Voilà, donc en tant qu'homme ou femme, on ne doit pas se dépasser en termes de droits, parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. Nous allons aussi recevoir Dikel Dia, qui est une activiste de la Mauritanie. Alors, elle est géniale, vous allez le constater dans le débat. Une femme très engagée qui a beaucoup subi, mais qui s'est relevée. On s'est rencontrés au One Young World 2019 et c'est génial. Nous avons tous été émus par son histoire. Elle aura l'occasion de vous parler de ce que c'est que la femme mauritanienne en 2020 et des concepts traditionnels qui empêchent les femmes mauritaniennes de briser le plafond de verre. Nous allons aussi recevoir Sarah Jane Fonda, qui est une spécialiste en communication en France et qui va partager avec nous sa vision sur le concept, une vraie femme africaine, mais aussi ce que c'est que la femme africaine en 2020. Et nous allons recevoir également Asatoula Marana, qui est la journaliste fondatrice du site Actualité Féminine. Elle sera des nôtres. Elle va nous parler de ce que c'est que être une femme dans le monde des médias. Voilà. Et donc, voilà ce que c'est que la genèse en fait de ce thème et pourquoi ce thème et quels sont les sous-thèmes autour desquels ce débat va se tenir. Mais avant cela, revenons au hashtag une vraie femme africaine. Voilà, beaucoup de gens se demandent ce que c'est. Pourquoi on parle des choses négatives en les infirmant? Alors, une vraie femme africaine, c'est un hashtag qui est né il y a peu, disons même voire une semaine. Voilà. Et nous allons vous parler de la genèse, de comment et de pourquoi cette campagne est née sur les réseaux sociaux et les fondements et ce que ça dit en fait et les résultats escomptés, parce que beaucoup de gens ne partagent pas l'idée. C'est vrai, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas compris le sens sarcastique et ironique. Voilà, donc c'est une autre manière aussi de combattre pour les droits des femmes. Chacun a son concept, on n'est pas forcément obligé de l'accepter, mais je pense que ce hashtag aussi a amené le débat sur la tribune et voilà, aujourd'hui les hommes arrivent à échanger avec des femmes sur les questions liées aux impacts en fait de la société sur l'évolution des femmes et en le disant sous un ton ironique, sous un ton sarcastique, parfois on arrive à faire réfléchir les gens sur certaines choses, sur certains points de la société. Est-ce que c'est normal? On arrive à se demander, mais est-ce que c'est normal finalement quand on lit ce genre de choses? On se dit, mais ah bon, la femme subit ça. En 2020, on continue à penser que la femme devrait être comme ça. La genèse du hashtag une vraie femme africaine. Alors, nous n'avons pas pu entrer en contact directement avec la fondatrice, mais nous vous partageons ce petit historique qui a été rédigé par la journaliste sénégalaise Oumidou sur la genèse du hashtag vraie femme africaine. Alors, tout est parti d'un post du 25 février. La journaliste ivoirienne et militante féministe Traoré Bintou Mariam lance le hashtag vraie femme africaine. Cela commence avec un post. Femme noire, tu enfanteras dans la douleur pour prouver que tu es une vraie femme africaine. Pour elle, c'est une manière ironique de dénoncer toutes les violences
stéréotypes et autres brimades que subissent les femmes africaines. De nombreux internautes africains racontent en commentaire le calvaire qu'elles ont subi et en donnant l'avis sur tout. Quelques heures plus tard, le hashtag officiel est lancé. L'adhésion est immédiate, les critiques, bien entendu, virulentes, d'hommes et de femmes aussi. Mais rien n'arrête le raz de marée. Les posts s'enchaînent aux quatre coins du monde. Depuis, ce hashtag est devenu viral et a été repris des millions de fois en Afrique et ailleurs dans le monde. Certaines ont proposé qu'il soit également de mise la journée internationale de la femme. À donc 26 ans, Traoré Bintou Mariam est journaliste reporter d'images. Elle vit et travaille à Paris depuis 2 ans. Selon Traoré Bintou, jointe au téléphone par l'équipe d'Oumidou, on m'a plusieurs fois dit que parce que j'étais féministe, je n'étais pas africaine. Et je me suis dit, ainsi, en Afrique, on pouvait passer par une fraction de seconde d'une vraie femme à une fausse femme, selon que l'on soit d'accord ou pas avec la conception que certains avaient de la femme. En fait, l'argument de l'africanité est utilisé pour museler les femmes. Et malgré les spécificités de chaque pays, c'est presque partout pareil pour les femmes en Afrique. Soutient Mariam. Depuis quelques heures, la campagne Vraie femme africaine est sortie des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et certaines grandes entreprises, les téléphonies et banques, ont même repris le hashtag pour une campagne publicitaire en ciblant les femmes tout le mois de mars. Ceci était voilà une petite analyse faite par la journaliste Oumidour sur le hashtag Vraie femme africaine. Et donc, le hashtag a été créé par Traoré Bintou Mariam, qui est journaliste d'origine ivoirienne. Elle vit en France, elle a 26 ans. Alors, voilà, de certains concepts soutiennent que la femme africaine doit accoucher dans la douleur pour être une femme africaine, une vraie femme africaine. Certains concepts aussi acceptent que la femme se taise sur certains torts de la société pour être une vraie femme africaine. Il y a tellement de concepts erronés en fait sur ce que devrait être une femme pour être considérée comme une vraie femme africaine que cela pourrait choquer. Et donc c'est pourquoi vous allez voir sur les réseaux sociaux, un peu partout, des posts de manière ironique qui parlent des concepts révolus de la femme africaine. Par exemple, une femme qui cuisine au gaz n'est pas une femme qui cuisine bien. Elle devrait cuisiner avec le feu de bois pour avoir la baraka. Et donc, il y a des concepts comme ça. Une vraie femme africaine ne doit pas travailler. Une vraie femme africaine doit rester à la maison. Une vraie femme africaine doit. Et donc, finalement, à l'analyse de tous ces concepts-là, on se rend compte que le mot devoir est beaucoup plus mis en avant pour être une vraie femme africaine que le mot droit. Voilà, et donc il y a des concepts comme ça qui sont erronés. Voilà, dans nos sociétés, on part jusqu'à négliger une femme qui a accouché par césarienne, pensant qu'elle n'a pas assez souffert et donc qu'elle ne mérite pas notre compassion par rapport à une femme qui a vraiment accouché de manière naturelle. Et donc, ce sont des concepts qui doivent être révolus. La femme africaine ne veut pas dire souffrance parce que nous avons, depuis plusieurs centaines d'années, considéré que souffrance égale femme africaine. Je pense que ce concept de souffrance fait que nous n'arrivons pas à briser le plafond de verre parce que nous avons grandi en fait avec des concepts qui sont en nous et qui nous obligent vraiment à rester en bas de la société, pensant que tout ce qui nous arrive de mal est normal. C'est pourquoi dans nos sociétés, on constate beaucoup de torts. On voit que les femmes en période de veuvage sont sorties de la maison de leur époux. On voit que lorsqu'une femme veuve se remarie, on enlève tous les biens de son ancien mari alors qu'elle y a droit. On voit que les enfants souffrent. On voit que certaines femmes, pour se remarier, sont obligées de rejeter leurs propres enfants pour venir dans le foyer, malgré que ces enfants sont nés d'un mariage légal. Et donc, ce sont des concepts qui vraiment fatiguent la femme et souvent qui sont soutenus d'ailleurs par des femmes. Parce que
Souvent, nous pensons que ce sont les hommes qui sont contre notre épanouissement, mais c'est souvent les femmes, en fait, qui sont contre l'épanouissement des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à se débattre, en fait, de ce concept de douleur, de souffrance. Et donc, nous avons intégré que femme africaine égale souffrance, femme africaine égale soumission, femme africaine égale pas de droit. Et donc, toute autre femme qu'on voit dans un autre volet, en train de défendre ses droits, en train d'améliorer sa condition de vie, on dit qu'elle est toubab, qu'elle n'est pas femme africaine. Combien d'entre nous ont vu une femme bien habillée et avons tout de suite déduit qu'elle ne sait rien faire à la maison, qu'elle ne sait pas cuisiner, qu'elle ne sait pas laver les habits, qu'elle ne sait pas ordonner la maison. Beaucoup de personnes pensent comme ça, hommes comme femmes. Dès qu'on voit une femme coquette, on dit ouf, si tu vérifies bien, elle ne sait même pas cuisiner. Si tu vérifies bien, elle ne connaît rien de la maison. Non, et on peut être ménagère à la maison et ensuite prendre soin de soi, c'est possible. Il arrive parfois que lorsqu'on voit une femme aller dans un salon de beauté pour des soins du visage ou des pieds, pédicure, manucure, qu'on dise que elle ne fout rien. D'ailleurs, elle ne sait rien faire à la maison, c'est pourquoi elle est tout le temps en train de prendre soin d'elle. Donc, on pense que avoir une femme avec des pieds fendus, une main fendue, raide, c'est ce qui fait une femme africaine. La femme africaine peut être vraiment dans son rôle, comme on la connaît d'ailleurs, de conseillère, de ménagère, d'épouse, et aussi investir en elle pour être ce qu'elle voudrait être. Une femme professionnelle, une femme moderne, si elle le veut, ça ne va pas entacher son africanité. Combien de fois des personnes sont parties jusqu'à critiquer des femmes qui lavent leurs habits dans une machine à laver, soi-disant qu'elles sont toubab et qu'elles ne souffrent pas autant que les vraies femmes africaines. Il y a des concepts qu'on doit essayer de faire évoluer pour notre propre bien. Parce que femme africaine ne veut pas dire souffrance. Être femme africaine, c'est aussi être une femme épanouie. D'où ce hashtag, une vraie femme africaine. Alors, les posts sont faits de manière ironique, en affirmant des concepts que les populations, pour la plupart, acceptent parce qu'ils ont grandi avec, et donc on les révèle au grand jour. C'est ce que ça signifie en fait, une vraie femme africaine. Et donc, tous les posts que vous verrez avec le hashtag une vraie femme africaine, en fait, c'est le contraire que ça veut dire. Si on dit une vraie femme africaine ne doit pas aller à l'école et préfère rester à la maison, ça veut dire qu'une femme africaine devrait aller à l'école, être éduquée, avoir un diplôme qui lui permette d'être employée. Lorsqu'on dit une femme africaine ne doit pas prendre la parole en politique, c'est pour dire qu'effectivement, la femme africaine doit aller sur certains échiquiers comme ceux politiques pour aspirer à des postes de responsabilité et changer la vie des milliers de citoyens de sa communauté. Lorsqu'on dit qu'une femme africaine doit souffler son feu de bois afin que sa cuisine puisse avoir de la baraka et avoir de la baraka de ses parents et de son mari, cela signifie que de nos jours, pour lutter contre la déforestation, pour avoir un meilleur cadre de vie et surtout pour mieux lutter contre les cancers, la femme doit penser à trouver des solutions palliatives au charbon de bois, au feu de bois, tels que le réchaud, tels que le gaz. Cela signifie de s'investir en soi, d'essayer d'impliquer les femmes qui sont vraiment devant dans la société, qui s'occupent de l'éducation des enfants, afin que nos femmes soient beaucoup plus épanouies, qu'elles aient aussi une vie plus facile. Parce que lorsqu'une femme passe son temps à faire des travaux ménagers, ça veut dire qu'elle manque de temps pour son propre épanouissement, qu'elle manque de temps pour son autonomisation. Autonomisation ne veut pas forcément dire aller travailler dans une entreprise, mais c'est aussi créer son propre emploi, faire son petit commerce, voilà, éduquer ses enfants. Et lorsqu'on passe la majeure partie de son temps à puiser de l'eau, à souffrir pour mettre le feu, et combien de temps on a finalement pour sa famille?
Combien de temps on a pour discuter avec ces enfants, pour voir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils subissent? Combien de temps on a pour nous-mêmes, pour prendre soin de nous? Donc, c'est en fait ça, le concept vraie femme africaine. Et j'espère que à travers ces explications, vous avez pu être édifié sur le pourquoi, le concept une vraie femme africaine, lancé par Traoré Bintou Mariam le 25 février à travers un post sur femme africaine, tu dois enfanter dans la douleur. Donc, nous devons changer cette dynamique-là. Femme africaine, si c'était souffrance jusqu'en 2019, à partir de 2020, nous devons faire en sorte que la femme africaine ne connaisse pas autant de douleur, que cette femme africaine puisse s'épanouir, que cette femme africaine ne souffre plus. Le mot souffrance doit disparaître petit à petit, mais c'est à nous de changer ce concept sociétal. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à nos invités. Et aujourd'hui, bien qu'on parle du mois de la femme, bien qu'on parle du concept vraie femme africaine, bien qu'on parle du Black History Month, du rôle de la femme africaine dans la société, nous avons des femmes qui ont été battantes, des femmes qui ont combattu pendant la période coloniale. Nous avons des femmes africaines qui ont été vraiment des guerrières, des femmes africaines qui ont été des modèles. Nous devons en être fiers. Les femmes africaines ont contribué vraiment à l'épanouissement de la société au niveau africain et mondial. Cela doit être reconnu. Et bien que ce soit le mois de la femme, nous allons ouvrir ce débat avec un homme. Voilà. Nous allons tout à l'heure joindre Dr Alpha Abdoulaye Ba, qui s'est beaucoup engagé à faire des inputs, parce que c'est ce qu'on attend en fait des contributeurs, des inputs qui parlent un peu de ce que subissent les femmes, de comment c'est vraiment pas normal. Et aujourd'hui, il va parler de ce qu'il pense du hashtag et comment il pense que nous pourrons briser le plafond de verre et comment surtout changer les mentalités. Et surtout, quelle pourrait être la contribution des hommes pour arriver à la lutte pour l'égalité des droits. Je le dis bien, l'égalité des droits, parce que ce concept pose encore problème. Égalité des droits, ça veut dire permettre les femmes et aux hommes d'être au même niveau en termes de droits, avoir accès aux prises de décision, aux mêmes études, etc. Et nous allons essayer de le joindre tout à l'heure. En attendant qu'on le joigne, nous allons remettre la chanson. Merci Sekounabe pour ton commentaire. L'ignorance de leurs droits conjugaux, elle se base sur la culture et les coutumes. Tout à fait, parce que beaucoup de femmes sont sorties de leur foyer sans qu'elles ne sachent en fait de quoi il s'agit. Beaucoup de femmes signent communauté de biens, mais le jour que leur mari décide de leur sortir de la maison, elles ne réclament rien, pourtant elles avaient signé la communauté de biens. Ça veut dire qu'elles ne savent pas de quoi il s'agit. Donc nous devons changer ces mentalités. Une femme qui a droit à l'héritage de son mari, lorsque la famille de son mari la sort avec ses enfants de la maison, elle ne réagit pas. Elle pense que souffrir c'est normal. Elle a grandi comme ça, dans la souffrance. Nous allons essayer de joindre notre invité, Dr Alpha Abdoulaye Ba, qui va ouvrir ce débat des invités. Nous donnons l'honneur aux hommes. Allô? Oui, bonsoir Dr Alpha Ba. Merci d'être des nôtres. Merci à vous aussi. Voilà. On vous connaît très engagé, acteur de la société civile en Guinée et aussi dans la sous-région. Et aujourd'hui, nous parlons du hashtag vraie femme africaine que vous avez pris le temps de comprendre à travers les posts des réseaux sociaux par votre esprit empirique, c'est-à-dire d'analyse. Personne ne vous a expliqué comment
est-ce que nous voudrons que le hashtag soit compris, mais à travers les différents posts, à travers les connexions que vous avez faites entre les différents propos, vous avez pu comprendre que les femmes essayent de s'exprimer autrement afin que le débat soit remis sur la table. Parce que souvent, lorsque les femmes essayent de parler de leurs droits en termes de lutte contre tel, nous voulons que ça, finalement, on n'est pas écouté. Et cette forme ironique a ramené le débat. Alors, en tant qu'homme, mais aussi acteur de la société civile, témoin de toutes les souffrances que subissent les femmes, quel est votre avis par rapport à ces concepts révolus sur les femmes africaines, surtout femmes africaines et souffrances? Oh, je pense que la connexion est un peu mauvaise, mais on va retenter. Allô? Allô, vous nous recevez, docteur? La connexion n'est pas très favorable, mais je pense qu'il va essayer de se reconnecter. En attendant, merci à ceux qui nous ont rejoints. Nous allons essayer de rappeler le docteur Bra. Donc, allô, docteur, vous nous recevez? Oui. Ok, super, là on vous reçoit. Ok. Alors, je reviens sur la question que je vous avais posée. C'était en tant qu'homme, comment vous avez accueilli ce hashtag Vraie Femme Africaine et comment, selon vous, on peut essayer de déconstruire en fait ces concepts reçus sur la femme africaine qui continuent à enfoncer la femme africaine et surtout comment briser le fait que femme africaine est assimilée à la souffrance. Merci. En fait, Chérif, on se connaît déjà depuis, je crois, 2 ou 3 ans. Oui, tout à fait. Je suis activiste volontaire pour la cause des femmes depuis près de 10 ans. J'essaie de faire comprendre autour de moi ce que ça doit être la femme africaine du futur. Tout à fait. J'essaie de communiquer, d'éduquer autour de moi des hommes, mais aussi des femmes pour qu'on puisse apporter le soutien et l'aide nécessaire aux filles pour qu'elles puissent vraiment devenir des femmes bien émancipées qui puissent participer au développement de leur nation. Alors, le hashtag, quand je l'ai vu sur Facebook, c'était une occasion pour moi de m'exprimer, de pouvoir dire encore à un public plus large ce que je dis à un cercle réduit autour de moi. Donc, je l'ai saisi. Et comme vous l'avez vu dans mes différents commentaires, j'y suis allé de façon très ouverte. Je n'ai pas utilisé le nom de la cuillère. J'ai dit ce que je pensais de la situation de la femme. Et j'ai même fait des propositions pour préparer la femme africaine du futur. Tout à fait. La femme africaine du futur, pour moi, la femme africaine du futur, c'est celle qui est allée à l'école, celle qui est capable de dépasser ses préjugés, celle qui est capable d'occuper les mêmes postes de responsabilité dans la vie politique administrative de son pays, au même titre que les hommes, et celle qui est capable de participer, de s'impliquer de façon active dans le développement de son pays. Et comme vous l'avez dit, il y a des obstacles qu'il ne faut pas négliger. Et le premier de ces obstacles, ce sont les femmes elles-mêmes. Tout à fait. C'est ce qui complique la situation, parce que lorsque dans une famille africaine, particulièrement en Guinée, vous avez un enfant de sexe masculin et un enfant de sexe féminin qui naissent, tout de suite, dans l'éducation de ces deux enfants, les mamans ont tendance à prédisposer l'enfant de sexe féminin à la soumission, à la souffrance, aux travaux ménagers, et ne pas lui donner les opportunités nécessaires pour pouvoir exprimer son talent. Alors que scientifiquement, il est démontré que si on donne les mêmes chances, les mêmes opportunités aux filles qu'aux garçons, les filles sont à même d'exceller dans certaines disciplines scientifiques. Tout à fait. Je crois qu'il faut faire comprendre à nos mamans que si on doit envoyer les enfants à l'école, dans les conditions de notre pays aujourd'hui, les filles doivent aller en priorité à l'école parce qu'elles sont plus nombreuses et parce qu'elles représentent une réelle opportunité de développement pour nos pays. L'autre chose, c'est de pouvoir adapter nos traditions à l'évolution
à fait. On ne peut pas renier nos traditions, mais il faut que nos traditions évoluent. Aujourd'hui, on ne peut plus être dans la situation où la femme est un instrument du ménage, mais aujourd'hui, on doit se mettre dans la position où la femme est une actrice de développement, la femme est une responsable administrative, est une responsable politique, et elle participe à la prise de décision pour le progrès de sa communauté et de sa nation. Tout à fait. Merci pour cette contribution. Effectivement, l'éducation n'est pas jarrée du tout en Afrique. La plupart des familles considèrent les filles comme devant porter le fardeau, alors que, effectivement, comme vous l'avez dit, une femme épanouie est celle qui va éduquer ses enfants demain. Et donc, autant investir dans l'éducation de la jeune fille pour avoir demain des hommes et des femmes éduqués qui contribuent au développement de leur société. Il n'est pas concevable que le concept de souffrance soit vraiment relié, comme vous l'avez dit, à la femme africaine. C'est pourquoi d'ailleurs je pense que nos pays peinent à se développer, parce qu'on pense que lorsqu'une femme doit souffrir pour puiser de l'eau de minuit à 6 heures du matin, c'est normal. Et cette même femme considère cela comme normal. Sociale. Les premières femmes qui ont osé dire dans leur communauté « je ne suis pas prédisposée à cela » ont été mal comprises et ont été rejetées. Tout à fait. Par peur d'être rejetées, les femmes se soumettent à ces traitements que je vais qualifier de traitements rabaissants, de traitements dégradants. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a des hommes qui comprennent que ce n'est pas ça la réelle situation de la femme. Et il y a des femmes aujourd'hui qui osent s'activer en sortant de ce cadre traditionnel. Je crois que ce n'est pas un rejet des traditions, mais comme je l'ai dit, c'est une adaptation de nos traditions aux réalités. Aujourd'hui, c'est absolument, c'est une erreur de penser qu'un homme, quel que soit son niveau d'éducation, quel que soit le poste qu'il occupe dans son travail professionnel, peut tout seul supporter les charges d'une famille. Nous sommes dans un monde moderne où les dépenses pour supporter la vie d'une famille coûtent énormément cher. Tout à fait. Un homme aujourd'hui qui est marié à une femme émancipée avec un excellent diplôme, un bon niveau de formation, qui a un poste de responsabilité dans une administration ou dans une entreprise, qui a un très bon revenu au même titre que son homme, la combinaison des efforts de ces deux personnes a plus de chances de produire une famille épanouie avec des enfants bien éduqués qui peuvent contribuer au développement de la société. Moi, c'est dans cette optique-là que je me dirige et c'est par rapport à ça que je donne des conseils. On ne peut pas rendre la femme ne peut pas être l'éternelle ménagère en Afrique. Il faut qu'elle sorte de ce statut-là et il faut qu'on retrouve de plus en plus de femmes autour de la table lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant nos communautés et nos pays. Tout à fait. Et en tant que médecin, comment concevez-vous le fait que nous pensions qu'il est normal que la femme puisse aller à l'hôpital, accoucher dans la douleur et que c'est normal? Et que c'est ça qui est normal en fait, et que nos infirmières vont jusqu'à faire souffrir les femmes en disant que ok, si tu n'accouches pas, laisse tomber, c'est ton problème, la femme va rester dans son ventre. Et ce qui fait que la phase d'enfantement de la femme est devenue une autre forme de violence faite aux femmes. C'est devenu un traumatisme pour certains parce qu'elles sentent qu'elles perdent en fait leur corps. Elles sentent qu'enfanter devient une douleur pour elles. Et finalement, il y en a même qui se résignent à repasser en fait dans les hôpitaux pour enfanter, parce que enfanter aujourd'hui est devenu, malgré qu'on est dans un monde moderne, vraiment ça continue à souffrir. On pense que la femme doit souffrir pour mettre bas. Alors, c'est un peu ce concept. En tant que médecin, est-ce que vous pensez que ça c'est normal qu'en 2020, qu'on continue à penser qu'une femme doit souffrir pour enfanter, alors que c'est la plus belle étape de la vie d'une femme? Comme vous le dites, je ne suis pas du tout d'accord que cela soit normal, mais il faut voir la situation sous deux aspects. Comme vous-même vous l'avez souligné dans votre interprétation, il y a un aspect lié aux traditions. Il y a un aspect lié aux traditions et à la culture locale qui voudrait que la femme puisse accoucher sans une assistance qui ne puisse pas lui faire sentir la douleur. Parce que dans la tradition locale, on estime que lorsque la femme sent la douleur de l'accouchement, elle sent l'importance de donner naissance à l'enfant et cela crée un lien d'attachement à cet enfant. C'est purement traditionnel et c'est lié à la culture locale. L'autre aspect qu'il faut voir par
Wow. C'est encore très très récent. Encore très récent, très, très récent. Mais aujourd'hui, de plus en plus, que ce soit à la faculté de médecine de Conakry, mais aussi dans les écoles professionnelles de santé où sont formées les sages-femmes et les infirmières, cette discipline est en train d'être progressivement introduite et progressivement enseignée. Et donc, nous nous attendons dans les années à venir à une modification, à une progression de la relation médecin-malade. Et nous nous attendons à ce que les futurs professionnels de santé prennent mieux en compte la question de la gestion de la douleur dans les différents gestes qu'ils font au niveau des patients. Donc, ce sont ces deux aspects-là qui expliquent la situation que vous venez de décrire. Et je trouve complètement ahurissant et regrettable qu'à ce niveau de développement de notre humanité, qu'on continue, que la femme continue à souffrir lorsqu'elle doit donner des enfants. Est-ce qu'au niveau de la médecine en Guinée, en tout cas au niveau de la santé publique, il y a une forme de conseil de discipline en fait, un comité qui permette aux femmes qui ont subi des violences pendant l'accouchement de pouvoir remonter les informations? Parce que, je vous dis, il y a plusieurs formes de violence que les femmes subissent. Hein. Au-delà de la douleur, les sages-femmes viennent toucher à l'intimité des femmes comme si elles étaient, je veux dire, une marchandise ou bien des oranges qu'on devait palper. Donc, lorsque les femmes doivent enfanter, elles subissent plusieurs formes de violence. Et donc, leur corps, elles se sentent violées, violentées par les sages-femmes parce que ces sages-femmes les palpent comme si elles étaient des oranges ou des bananes mûres. Et donc, est-ce qu'il y a un comité de discipline ou, je ne sais pas, un numéro vert où les femmes qui subissent de telles violences-là peuvent en fait remonter l'information pour que ça change? Au-delà des femmes enceintes qui viennent accoucher à l'hôpital, l'ensemble des malades qui viennent dans les structures sanitaires ont des droits. Et ces droits sont garantis d'abord à la base par les juridictions ordinaires. Ok. Une personne qui sera dans une structure sanitaire, que ce soit une femme enceinte qui vient d'accoucher, que ce soit un patient ordinaire venu pour une autre pathologie, qui se sent violenté et qui considère qu'elle n'a pas été correctement prise en charge, peut directement porter plainte dans le commissariat le plus proche ou s'adresser à la juridiction la plus proche. En dehors de cela, toute personne qui pense que ses droits ont été privés dans une structure sanitaire peut s'adresser directement à l'Ordre national des médecins de Guinée. L'Ordre national des médecins de Guinée a un conseil de discipline qui va recueillir la plainte, faire les enquêtes nécessaires et s'il y a nécessité, convoquer le professionnel de santé, lui mettre devant les faits. Et dans les textes qui régissent l'Ordre national des médecins de Guinée, il y a des sanctions qui sont prévues. Il y a le blâme, il y a la suspension, il y a le blâme, il y a l'avertissement, il y a la suspension, il y a même la radiation du tableau de l'ordre des médecins. Et cette radiation, normalement, du tableau de l'ordre des médecins empêche le professionnel de santé d'exercer dans les structures sanitaires en Guinée. Donc, il existe une structure devant laquelle on peut porter plainte, c'est l'Ordre national des médecins de Guinée. Mais en dehors de ça, on peut s'adresser au commissariat le plus proche, on peut s'adresser au tribunal le plus proche pour porter plainte lorsqu'on pense que ses droits ont été violés en tant que patient. Merci, docteur Alpha Abdoulaye Ba. Vraiment, ça nous édifie parce que ça, ce sont des informations que beaucoup de femmes ne savaient pas. Et donc, merci pour ces contributions. C'est pourquoi certaines fois, on a besoin de vous les hommes, pour dialoguer sur certaines thématiques. Et en tant que professionnel de santé, vous venez d'apporter un plus à ce débat, à savoir que lorsqu'on subit des bavures, parce que les bavures, c'est seulement par la police, aussi on les subit au niveau des hôpitaux, on peut porter plainte à l'Ordre national des médecins ou au commissariat le plus proche. Donc, retenez bien cela, chers téléspectateurs, nous avons des droits lorsque nous nous sentons brimés dans les hôpitaux. Docteur Alpha Abdoulaye, merci beaucoup. Merci, chérie, c'est un plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt. Okay. Et donc, comme vous venez de l'entendre, nous échangions avec notre invité, Dr Alpha Abdoulaye Ba, qui est médecin et acteur de la société civile, qui a ouvert ce panel des invités à l'occasion de ce débat sur une vraie femme africaine. Quelle est la femme africaine en 2020 et aussi pour parler de manière globale du plafond de verre et comment mieux
défendre les droits des femmes. Et donc, vous venez de suivre cette belle contribution qui nous édifie parce qu'aujourd'hui, après cette émission, vous saurez que désormais, lorsque vous avez un problème dans un hôpital, dans une clinique, vous pouvez porter plainte au niveau de l'Ordre national des médecins ou encore au commissariat le plus proche afin que des actions soient prises parce que dans nos hôpitaux, beaucoup de femmes souffrent. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif de cette émission est d'oublier que la femme égale souffrance. Il faut que cela change. La femme africaine n'est pas égale à la souffrance. Et tout à l'heure, nous allons recevoir notre deuxième invitée qui est Dikel Dia, une activiste féministe depuis la Mauritanie qui va partager son expérience avec nous sur ce que c'est que la femme africaine en Mauritanie et quels sont les concepts de la société qui freinent l'épanouissement de la femme. Et d'ici là, je vous propose toujours cette belle chanson africaine, Angélique Kidjo Yemi Alade, le temps que notre invité soit là. Donc bientôt, nous allons recevoir Dikel Dia. Bientôt, nous allons recevoir notre deuxième panéliste. Elle s'appelle Dikel Dia, elle vient de la Mauritanie. Une activiste très engagée, son histoire nous avait ému au One Young Summit, c'était à Londres. C'était vraiment touchant. Mais je ne vais pas parler à sa place. Elle va s'introduire. Et nous allons essayer de la joindre. Et donc, restez là, ne partez pas. Oh, elle est déjà là. Voilà. Bonjour, Dikel Dia. Allô? Allô, bonjour, Dikel Dia. Vous nous recevez? Allô? Alors, vous nous recevez? Alors, moi, je vous reçois Dikel Dia. Bienvenue dans votre émission, le live show. Ah oui, bonsoir Fatoumata. Ok, ça va très bien. Contente de te retrouver ici à l'occasion de ce débat. Merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Alors, Dikel Dia, tu es une activiste en Mauritanie très engagée sur les questions de droits de femmes. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur toi que je n'ai pas dit? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Avant qu'on ne commence le débat, tu peux te présenter davantage parce que nous avons plusieurs internautes qui sont connectés. Et voilà, j'aimerais qu'ils en sachent plus sur toi, femme mauritanienne engagée. Bonsoir tout le monde et merci aussi pour l'invitation. Alors, je m'appelle Dikel Dia, je suis l'initiatrice... je suis la fondatrice d'AFI. AFI est une organisation qui milite un peu contre les violences et les discriminations basées sur le genre, en promouvant l'égalité des droits et l'employabilité, c'est-à-dire la création des emplois générateurs de revenus pour les femmes et les jeunes filles, spécialement celles qui vivent dans les milieux ruraux. En gros, c'est ça. Ok. Alors, quel est selon vous le concept qui empêche la femme mauritanienne de s'épanouir, de défendre ses droits?
Parce que nous sommes dans une société africaine, bien que les concepts soient différents selon les pays, mais nous avons des points en commun. Tout d'abord, je tiens quand même à souligner que la Mauritanie est un pays qui est très riche en diversité, c'est-à-dire nous avons un peu 4 communautés différentes. Donc il y a les Peuls, il y a les Wolofs, il y a les Soninké et les Maures. Alors les traditions diffèrent d'une communauté à l'autre, mais nous avons certaines choses en commun. Alors par exemple, si on prend un peu la communauté Peul, il y a ce qu'on appelle par exemple, l'excision, je pense que ça commence dès le bas âge. Et des fois, il arrive, dès que une fille est née, on dit-elle, cet enfant, cette fille, on a décidé de donner sa main à tel garçon, c'est-à-dire le fils de son oncle ou de sa tante. Alors, l'enfant va grandir comme ça, donc dans ta tête, tu te dis que tu es déjà engagé, tu as déjà quelqu'un. Donc, et le plus souvent, ça arrive donc une fois que la fille a grandi et commence à découvrir les belles choses de la vie, donc tu te rends compte que tu n'aimes pas la personne qu'on t'a désignée, mais que tu ne peux pas refuser, parce que c'est ta famille. Tout à fait. Donc, si tu refuses, tu déshonores un peu la famille. Donc, du coup, tu es obligé des fois d'accepter. Et le plus souvent, ça se passe, c'est des mariages un peu précoces. Et donc, voilà, nous savons tous les conséquences que ça engendre. Alors, d'autre part aussi, il arrive des fois qu'un homme, par exemple, que tu aimes une fille, mais que cette dernière ne t'aime pas. Donc, il y a ce qu'on appelle Saïna. Saïna, ça veut dire l'homme, il vient, il kidnappe la fille. Donc, il la garde. Voilà. La famille de la fille est obligée de donner son accord pour que cette dernière épouse leur fille. Parce qu'il l'a déjà. Il l'a déjà et c'est considéré comme si la fille était vraiment déshonorée en fait. Effectivement, parce qu'il ne va pas rendre la fille. Dans la plupart des cas, on ne rend jamais la fille. Donc on la gardera jusqu'à que sa famille accepte. Donc toi, donc les familles ont un peu peur, donc tu dis, bon voilà, donc finalement on la donne quoi. Donc c'est le mariage, donc finalement on dit que l'acte que l'homme a fait est pour une bonne cause. Donc du coup on finit par céder. Et donc cela, même quand la fille ne connaît pas cet homme qui l'a kidnappé, ça peut être n'importe qui. Bon, ça peut être n'importe qui, mais le plus souvent, c'est les cousins, c'est dans la même famille. Le plus souvent, ça se passe comme ça. Mais il arrive aussi des fois que les deux personnes soient de castes différents. Donc, ce qui fait que la famille de la femme ou l'homme refuse les mariages parce que tel est en Torodo ou tel est en Mabo, donc c'est pas possible. Donc, du coup, après le kidnapping, tout le monde est obligé de céder en fait. Le plus souvent, ça se passe comme ça. Alors, j'ai même une cousine qui a été épousée comme ça. Donc, aujourd'hui, elle a des enfants et tout, et voilà. Elle s'est résignée. C'est fou, mais ça fait partie de nos réalités. Alors, et si on regarde un peu la communauté Maure, donc il y a ce qu'on appelle le gavage, c'est-à-dire on prend une fille, on la force à beaucoup manger, jusqu'à même vomir, pour qu'elle puisse avoir, c'est-à-dire pour qu'elle puisse être grosse, parce que dans la communauté Maure, les filles qui sont grosses, elles sont désirées, donc tout le monde veut les épouser en fait. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'elle soit comme une adulte alors qu'elle n'est qu'une enfant. Effectivement. Et surtout, en fait, c'est un peu comme on est en train de la traiter comme une sorte de marchandise, en fait. Tout à fait. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour que tu attires en homme et que tu puisses te marier. Et que la dot soit beaucoup avantageuse. Avant tes 18 ans, de préférence. De préférence avant tes 18 ans. Et souvent plus tôt que ça, parce que... Oui. Je dis souvent plus tôt que ça, parce que des enquêtes révèlent qu'il y a beaucoup de femmes qui se marient
à 11 ans, 12 ans, parce qu'elles ont été gavées, on a l'impression qu'elles ont 18 ans alors qu'elles n'ont que 11 ans, 13 ans. Voilà. Effectivement, quand tu vois par exemple une fille mauritanienne, surtout de communauté mort, tu as l'impression que c'est une fille adulte alors que ce n'est qu'un bébé. Mais la fille elle est grande ou bien elle a beaucoup de poids, donc du coup, alors que ce n'est qu'un enfant en fait. Donc du coup, oui, poursuivez, nous vous écoutons. Oui. Voilà. Je disais que même si ça commence à se réduire, mais ça existe toujours. Et nous savons tous que le plus souvent, c'est surtout dans les milieux ruraux que les choses persistent en fait, que les coutumes persistent. Donc, et aussi, si on voit encore côté soninké, c'est à peu près la même chose que chez les Peuls. Wolof aussi, on a un peu ces genres de choses encore. Alors, au niveau de la société en général, là je parle au niveau de la gouvernance des lois. Qu'est-ce qui a changé? Qu'on puisse dire, ok, si on regarde 20 ans en arrière, voilà ce qui a changé dans la loi en faveur de la femme mauritanienne. Bon, moi, je ne vois pas, sincèrement, pour moi, il n'y a pas eu, même si je peux dire il y a juste des types d'amélioration, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore, tu vois, à l'état où elles devraient être. Par exemple, si je donne l'exemple, il y a tout récemment un père de famille qui avait violé 7 de ses filles. 7 filles. Donc, 7 filles. Mon Dieu. Ses propres filles. Donc, on l'a libéré après 3 ans d'emprisonnement. Waouh. Vous voyez? Donc, vous voyez, non seulement il a commis, c'est-à-dire des viols sur 7 personnes, mais en plus, c'est ses propres filles, en plus, c'est de l'inceste. Mais oui. Donc, comment libérer une personne après 3 ans, je ne sais pas, soi-disant bonne conduite, je ne sais pas quoi, après avoir fait ces atrocités? Pour moi, c'est aberrant. Donc, et il y a aussi, il y avait un monsieur ici qui avait tué son épouse et ses enfants, parce qu'on était en veille de la fête, je ne sais pas si c'était la fête de Tabaski ou qu'on était, en tout cas. Donc, et le gars, finalement, on lui a dit, on l'a jugé que c'était, comment dirais-je, crime passionnel. Donc, c'est fou en fait. Donc, tu tues ta femme et tes enfants, et puis voilà, le cours décide que c'est un crime passionnel. Waouh. Et du coup, pour le cas du père de famille qui a violé ses 7 enfants, vous voulez dire par là qu'il est revenu dans la société? Ça veut dire qu'il est revenu dans la maison qu'il habitait et que ses filles habitent encore avec lui sans que la société ne juge, sans que le pouvoir public ne le juge. Il est retourné en famille. Voilà. C'est ça en fait qui fait un peu peur, parce que là, par exemple, le papa est libre, forcément il doit être chez lui, donc c'est ce qui veut dire auprès de ses filles et tout. Donc imaginez les choses qui vont, c'est forcément que ça va persister, parce qu'il va vouloir mort à ses filles en disant que c'est elles qui ont détruit sa vie, c'est elles qui l'ont humilié publiquement, ce genre de choses. Et peut-être qu'il va continuer à faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Non, bien sûr. Et là, en fait, elles ne pourront pas, je pense qu'elles ne pourront pas encore revenir porter encore plainte pour les mêmes crimes. Du coup, les mêmes crimes qui ont déjà été jugés. Tout à fait. Donc, c'est un peu fou. Alors, moi, je me dis qu'en Mauritanie, et aussi tout récemment, il y a eu à Rosso, donc un homme qui a violé une petite fille de 4 ans et puis il l'a tuée. Et juste une semaine après, au moins, ici à Pécassette, c'est un pâté de maison de chez moi, je peux dire. Donc une fille qui a de 5 ans qui a été violée, c'est-à-dire un viol collectif. Mais elle, en fait, on l'a laissée en vie. Donc après, c'était l'hôpital,
chirurgie et tout, mais en fait, on vit dans un monde où je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Donc, du coup, moi, je me dis que est-ce qu'il n'est pas temps de faire un plaidoyer pour augmenter les peines contre, bien sûr, les peines contre le viol, et aussi exiger qu'il n'y ait pas condition de libération en fait. Parce qu'il y aura récidive, sans doute. Parce que moi, je me dis, voilà, augmenter surtout les peines en fait. C'est-à-dire dire, je sais pas moi, 30 ans de prison et sans possibilité d'être libéré. Parce que moi, si on